Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Jérôme Déroulé, avocat au barreau de Paris et de Bruxelles spécialisé en protection des données. Bonjour. Bonjour. Alors au mois de septembre dernier, pas moins d'1,4 million de personnes ont reçu un courrier ou un mail de la PHP stipulant que leurs données ont été dérobées lors d'un piratage informatique de leur système. Le 8 octobre dernier, un jeune étudiant en informatique de 22 ans a été interpellé et a reconnu les faits. Oui. Il a indiqué que son objectif n'était pas de s'enrichir, mais de prouver la faiblesse des protections des données de la PHP. Pour autant, les données des victimes du piratage se sont retrouvées sur un site néo-zélandais. Aujourd'hui, ils sont nombreux à être inquiets face au risque d'usurpation d'identité. Comment les victimes peuvent-elles se défendre ? Alors, comment est-ce que les victimes peuvent se défendre ? Je vous dirais que ça dépendra en partie des résultats des investigations qui sont en cours. Il y a une procédure pénale qui a été ouverte, donc avec le jeune homme dont vous parliez, qui a été placé sous contrôle judiciaire. On peut imaginer qu'il y aura un certain nombre d'autres investigations complémentaires. Une procédure pénale, ça veut dire que ça ouvre des droits aussi pour les personnes qui sont victimes, donc la possibilité de se constituer partie civile, de demander la réparation d'un préjudice. Ensuite, il y a d'autres investigations qui sont menées, notamment par la CNIL, et ce sera intéressant de voir à quel moment justement la CNIL va communiquer, ce qu'elle envisage de faire, parce que bien évidemment, dans le cas d'une violation de données avérée avec des manquements qui seraient constatés, la CNIL pourrait justement demander à ce que des sanctions soient prononcées, soit contre la PHP, soit contre certains de ses sous-traitants, etc. Et donc, à ce moment-là, il pourrait être opportun de voir quelles actions pourraient être mises en place. Et est-ce qu'il est possible d'anticiper une potentielle usurpation d'identité ? Alors, en tout cas, aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'être extrêmement vigilant parce que les données qui ont été, en tout cas, qui sont concernées par cette violation de données sont larges. C'est le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale, l'adresse, un numéro de téléphone, etc. Et donc, ça fait beaucoup de données qui peuvent être utilisées. Et puis, notamment, qu'on peut être amené à vous demander dans le cas d'une double authentification, etc. Donc, il faut être extrêmement attentif. Je pense que le fait aussi que le numéro de sécurité sociale soit concerné est un point préoccupant. Aujourd'hui, on ne peut pas utiliser le numéro de sécurité sociale n'importe comment. Il y a un régime juridique spécifique et ça incite en tout cas à une forme de prudence et donc de prudence notamment quand on reçoit des SMS ou des demandes de confirmation, quand on reçoit des mails, en tout cas venant de destinataires inconnus ou des relances qui pourraient paraître émaner d'une banque, d'une mutuelle, d'une caisse de sécurité sociale, etc. Alors justement, le numéro de sécurité sociale, on ne peut pas le changer. C'est un numéro unique qui nous appartient finalement. En ayant divulgué ce numéro de sécurité sociale, est-ce qu'il y a aussi un risque d'usurpation ? Oui, bien sûr, on peut imaginer, en tout cas dans certains cas, notamment pour bénéficier de prestations sociales, etc., on demande ce numéro de sécurité sociale. Donc effectivement, ça tend plutôt à renforcer les facteurs de risque. Alors dans plusieurs mails que j'ai pu lire, la PHP semble indiquer qu'elle n'est pas responsable de ce piratage. Je cite une partie du mail. La PHP met en œuvre pour le compte du ministère des Solidarités et de la Santé le traitement qui recense l'ensemble des tests de dépistage à la Covid-19 réalisés sur l'ensemble du territoire. Pour autant, il y a une prise de conscience qu'il existe des failles dans la protection des données. Dans cette histoire, seul l'étudiant à l'origine du piratage est fautif. Alors, pas forcément. Il y a un certain nombre de faits que cet étudiant a reconnus. Ensuite, et c'est tout l'intérêt des investigations qui sont menées par la CNIL, c'est déjà de savoir, finalement, en termes de gouvernance, qui fait quoi, qui décide. Le règlement, le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, et la loi informatique et liberté parlent beaucoup de gouvernance, c'est-à-dire qui est responsable de traitement, qui est sous-traitant, est-ce qu'il y a des responsabilités conjointes. Là encore, et dans ce contexte précis, ce sera extrêmement intéressant de savoir qui a pris les décisions, qui a mis en place un certain nombre de traitements et surtout comment, en utilisant quels outils, quelles bases de données, qui avait accès aux données, qui était habilité ou pas, et surtout est-ce qu'on avait un niveau de sécurité suffisant. Aujourd'hui, quand on parle de protection des données, on pense souvent aux droits, la façon dont on peut exercer ses droits, etc. Mais dans les obligations qui pèsent sur ceux qui sont responsables quand ils mettent en œuvre ces traitements, il y a aussi une obligation très forte de sécurité. Il faut mettre en place un niveau de sécurité qui est adapté au risque
Et dans ce contexte en particulier, vu la masse de données traitées, on parle de millions de données, leur sensibilité, etc., forcément, il y avait un niveau de sécurité renforcé à mettre en place et on peut imaginer que la CNIL va évaluer ce niveau de sécurité. Et en étant publié sur un site internet provenant de Nouvelle-Zélande, le hacker a certainement permis à certaines personnes malveillantes de récupérer les informations des victimes. Parmi elles, vous en avez donné certaines, hein, le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, le numéro de sécurité sociale, l'adresse postale, le téléphone ou encore l'adresse mail. Donc ça fait déjà beaucoup de données. Que peut-on faire de ces informations? Est-ce qu'on peut par exemple faire un crédit à la consommation, des faux papiers d'identité? Alors, effectivement, il y a des risques de détournement qui sont importants. Je pense que ces données, elles ont aussi une valeur de par leur masse, de par l'importance, en tout cas, du volume des données. On sait que les données de santé sont extrêmement valorisées et on peut s'attendre, effectivement, par rapport aux exemples que vous donniez, à ce qu'elles soient utilisées dans un contexte ou dans un autre. De plus en plus, il y a un certain nombre de sites qui renforcent justement les conditions d'authentification, hein. On a de plus en plus de recours soit à des formes de double authentification, etc., ou faire en sorte d'avoir un moyen de prouver l'identité de la personne. Mais on peut imaginer qu'en ayant un tel jeu de données par rapport à des individus, il y ait d'autant plus de marge, en tout cas, pour pouvoir les utiliser. Et ça, en attendant justement que toutes les investigations soient terminées, que peuvent faire les victimes justement pour se protéger de ça? Parce que finalement, on ne peut pas se protéger tant que les investigations ne sont pas finies, mais en même temps, il y a ce risque-là. Donc les victimes sont peut-être un petit peu perdues face à ça. Non, mais effectivement, certaines victimes se sentent perdues et c'est d'autant plus légitime. Et d'autant plus légitime qu'on est face à un risque qu'il est difficile d'estimer, d'évaluer, d'anticiper. Il y a en tout cas des mesures qui peuvent être prises très vite, c'est de vérifier par exemple ses mots de passe. Parfois, il y a encore beaucoup de personnes qui utilisent des mots de passe qui ne sont pas du tout des mots de passe forts. Ou alors, on va utiliser sa date de naissance ou 1, 2, 3 ou ABC. Voilà, faire en sorte de reprendre tous les mots de passe que l'on peut avoir, vérifier ses identifiants, etc. Et puis surtout, vérifier les mails qui vous sont envoyés, les conditions dans lesquelles on nous les envoie. Parfois, très souvent, quand il y a des tentatives d'escroquerie qui sont mises en place, on joue sur l'urgence, il faut se dépêcher, il faut aller vite, la banque a besoin d'avoir votre réponse dans les 10 minutes parce qu'il y a un virement important ou quelque chose à faire. Voilà, donc être extrêmement attentif et surtout se dire que dès qu'on sort du périmètre de ses relations classiques avec sa caisse de sécurité sociale ou sa mutuelle ou sa banque, c'est qu'il y a peut-être potentiellement un danger. Et justement, sur la question que vous posiez de savoir qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, il y a aussi un certain nombre d'adresses mail ou d'adresses contacts qui ont été mises en place, que ce soit par la CNIL, par la PHP, par un certain nombre d'autorités administratives qui permettent, quand on a des questions, de les interroger, d'en savoir plus. Et vous avez décidé justement de vous occuper du dossier et d'accompagner les victimes qui le souhaitent. Que faites-vous et que conseillez-vous justement aux victimes de ce piratage? Est-ce qu'on peut justement faire appel à vous pour s'il y a procès, etc., pour se protéger avec vous, pardon? En tout cas, le plus important aujourd'hui, c'est d'être conscient déjà de ce qui s'est passé et des risques potentiels. C'est-à-dire qu'il y a, pour beaucoup de victimes, parfois, c'est un mail qu'on a reçu, mais sans forcément avoir conscience de ce qui peut se passer après ou des risques, des éventuels dommages, préjudices. Donc, être déjà conscient de cette situation, être vigilant par rapport à ce qui s'est passé ou ce qui peut se passer, et surtout en tout cas, réfléchir en termes de qu'est-ce que je fais. Est-ce que je porte plainte? Est-ce que je me manifeste? Qu'est-ce que je choisis de faire, etc. Pour beaucoup de personnes, et c'est une vraie question d'ailleurs, il n'y a pas forcément un préjudice aujourd'hui. Il peut y avoir un préjudice demain, etc. Donc, il y a une vraie vigilance qui s'impose. Il faut de toute façon qu'il y ait préjudice pour pouvoir se porter civil ou pas forcément? Alors, il y a une vraie question sur l'estimation du préjudice ou sur en tout cas l'estimation des dommages, dans la mesure où de toute façon il y a des infractions pénales qui auraient été commises et que la personne visiblement aurait reconnu, notamment dans la collecte frauduleuse de données. De toute façon, il y a cette possibilité qui est ouverte de se constituer partie civile et de demander des dommages et intérêts. Après, l'estimation des dommages et intérêts, elle pourra effectivement varier entre le fait que les données aient été à un moment ou à un autre collectées de façon frauduleuse et, dans un second temps, éventuellement utilisées, et là avec une autre forme de préjudice. Parce que pour bien comprendre, là, c'est pas parce que le hacker finalement a été arrêté, on sait qui c'est, etc. C'est pas parce qu'il a été arrêté que les données ont été supprimées des sites, elles ont pu être récupérées par un tiers? Bien sûr, et
Aujourd'hui, il est extrêmement difficile, en tout cas à la lumière des informations qui ont pu être faites, tant sur l'information judiciaire en cours ou sur les investigations qui sont menées par la CNIL. Il est difficile d'en savoir beaucoup plus. On a une vision un peu plus précise des fichiers informatiques qui ont été utilisés ou des périodes pendant lesquelles il y a un certain nombre de données qui ont été transférées, alors visiblement selon des process qui n'étaient pas tout à fait efficaces, opérationnels, ou des données qui ont Ça reste finalement encore une affaire à suivre. Merci beaucoup, Oui, Jérôme Desroulés, tout à d'avoir fait. été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur votre site cabinetdesroulés.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.